Il faut expérimenter, il faut créer ce que j'appelle moi des zones franches, où on va permettre par exemple de sortir du droit du travail. On n'a pas le droit de sortir du droit du travail. On n'a pas le droit d'en sortir, et c'est normal, on est dans une démocratie, le droit s'applique à tout le monde, de manière égale, c'est tout à fait logique, et c'est bien, il faut défendre cela, mais il faut créer des zones d'exception. Parce qu'il faut expérimenter. On ne peut pas, personne ne peut sortir de son chapeau un lapin en disant « ça y est, j'ai trouvé le nouveau modèle économique ». C'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc il faut expérimenter. Et là, l'Europe a des atouts fabuleux pour cela, encore des acteurs industriels majeurs, etc. Il faut que l'Europe, il faut que la France, il faut que les groupes industriels prennent vraiment leur part de responsabilité dans cette affaire. C'est ça le pacte de responsabilité. C'est pas ce qu'ils entendent par pacte de responsabilité, si j'ai bien compris. Mais alors justement, pour clore cette discussion, au fond, c'est ce que vous dites aussi, c'est que le travail de demain, ce travail qui est en potentiel dans beaucoup de choses qui sont en train de se construire, des startups, comme on dit, des développeurs, des gens qui partagent le savoir, des manières de faire qui sont en train de se construire. Ce travail, en fait, il a encore à construire aussi. De la même façon que ce modèle industriel, on ne sait pas quelle forme il aura. Le travail de demain, on ne sait pas non plus comment il va s'organiser, comment il va se... Oui, mais il y a des hypothèses. On ne sait pas bien sûr, mais on a des hypothèses. Et ça s'appelle la rationalité. Quand on fait des hypothèses sur le futur, qu'on sait que ce ne sont que des hypothèses, parce que si on est rationnel, on sait que le réel n'est jamais complètement épuisé par les concepts. Donc, on dit prudemment qu'on fait des hypothèses, et on teste ces hypothèses. Ces hypothèses, elles sont rationnelles si elles prennent en compte l'ensemble des données disponibles, d'une part, et si d'autre part, elles ne sont pas contradictoires. Typiquement, par exemple, je vous donne un exemple de contradiction, tout petit exemple, hein. On vous dit on va automatiser, y compris le ministre M. Montebourg dit je vais développer un plan robotique, etc. Mais on ne se demande absolument pas les effets que ça va produire sur la baisse de pouvoir d'achat. Et donc, non pas simplement sur les problèmes sociaux que ça pose aux travailleurs, et qu'évidemment il faut prendre en compte, ça, mais par ailleurs sur l'irrationalité économique que ça induit. C'est une irrationalité. Ça s'appelle une contradiction interne au système. Ça n'est pas rationnel. Donc il faut produire une nouvelle rationalité économique, qui est une rationalité de l'automatisation. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut empêcher l'automatisation de se développer. Je ne crois pas du tout à ça. Et je dis, l'automatisation se développe, et elle va se développer, il n'y a rien à faire. Il faut donc inventer un nouveau modèle. Et pour cela, il y a des hypothèses. J'en ai une moi, mais on est nombreux à en avoir. La mienne, c'est pas la mienne, c'est celle d'Ars Industrialis. C'est qu'il faut reprendre le statut des intermittents du spectacle comme un modèle. Et que, pourquoi est-ce que c'est un statut intéressant ? On dit qu'il y a un problème, à savoir qu'il y a du chômage. Il y a une très bonne manière de supprimer le chômage, c'est de supprimer l'emploi. S'il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus de chômage. Ce que je veux dire par là, c'est que le chômage se définit par rapport à l'emploi. Il faut arrêter de définir les allocations de ressources par rapport à l'emploi. Que ce soit ceux qui n'ont pas d'emploi, qui sont chômeurs, ou ceux qui sont employés, qui sont salariés. Il n'y a plus ni chômage, ni salariat. Il faut inventer quelque chose. Alors, certains disent un revenu minimum d'existence, ou je ne sais pas quoi. Je dis oui, mais ça ne suffit pas. Il faut créer, moi j'appelle ça un revenu contributif. Il faut créer un revenu qui permet aux gens de produire ce qu'on appelle des externalités positives et de la valeur. Nous appelons ça Ars Industrialis, de la valeur sociétale. Ce n'est pas une simple valeur d'usage, ce n'est pas une simple valeur d'échange, c'est une valeur sociétale parce qu'elle est bénéfique à la société, et moi-même je l'appelle une valeur pratique, parce que plus elle se pratique, plus elle se valorise. Elle ne perd pas sa valeur avec le temps. La valeur d'usage se perd avec le temps. Vous achetez des chaussures, vous les portez, elles se dévalorisent. Soit elles ne sont plus à la mode si vous êtes quelqu'un qui est un consommateur parfait de notre époque, soit tout simplement les semelles s'abîment et vous êtes obligé de les jeter parce que bon. Mais de toute façon, ça s'use. La valeur d'usage, ça s'use. La valeur pratique, ça ne s'use pas. Ça se développe. C'est du savoir. C'est ce qu'on appelle du savoir. Et le savoir, ça ne s'use pas avec le temps. La société de demain sera une société de savoir. Tout le monde le dit depuis très longtemps. Alors on le dit au sens Tony Blair qui parlait de la société de la connaissance, des industries de la connaissance. Enfin, en fait, ça c'était une société de l'automatisation. Donc, à mon avis, ce n'est pas du tout une société de la connaissance, et encore moins une société du savoir. Mais que le monde de demain soit un monde où le savoir va devoir se développer, c'est absolument évident.
parce que le GIEC, par exemple, vient de le dire, mais probable 4,8 degrés de montée. Si on ne développe pas d'incroyables savoirs, on est cuit, hein, cuit au sens strict. Au sens propre. Au sens strict. On est cuit comme des poulets. Donc il y a intérêt à produire du savoir. Et quand je dis du savoir, c'est pas simplement du savoir d'ingénieur, ou du savoir de philosophe, ou du savoir d'énarque, ou de médecin, ou de je sais pas quoi. C'est du savoir-vivre aussi. C'est-à-dire, c'est ce que Amartya Sen appelle la capacité. Qui Amartya Sen. Amartya Sen, c'est un économiste qui montre que les sociétés qui maintiennent leur savoir-vivre sont beaucoup plus résistantes que les autres, et c'est comme ça qu'il montre que les Bangladais meurent plus tard que les habitants de la même. Alors qu'ils n'ont pas un 30e ou un 40e de leurs ressources en eau, en protéines, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'égout, ils n'ont rien. Donc ils n'ont pas d'école. Et pourtant, ils ont une espérance de vie plus élevée. Et Sen a montré ça, que c'est parce qu'ils ont développé des savoir-vivre, ce qu'il appelle lui des capacités. Alors, aujourd'hui, il faut développer une industrie de la capacitation. Et il faut totalement transformer les statuts professionnels. Il faut sortir même d'une économie professionnelle. Il faut progressivement mettre en place un dispositif qui va faire que les gens, on n'a plus besoin de les employer puisque les robots les remplacent très bien. Donc il y a une redistribution à faire. On ne va pas la redistribuer sous forme de salaire, parce que le salaire c'était ce qui rémunérait un temps de travail, qui était en fait un temps d'emploi. On va donc leur donner des allocations de ressources forfaitaires, de base, mais ces allocations de ressources sont contributives. Et comme elles sont contributives, elles vont pouvoir produire ce que j'appelle moi de l'investissement contributif. Contributif, c'est-à-dire elles supposent un partage, en quelque sorte, c'est ça que ça veut dire. Contributif, ça veut dire que celui qui produit, développe du savoir. Et c'est un savoir, en effet, il le partage avec d'autres. Il s'individue. Il n'est pas coupé, il n'est pas enfermé dans une tâche définie par une division industrielle du travail. Il est un contributeur. Qu'est-ce que ça veut dire, un contributeur, précisément? Ça veut dire que dans un monde pré-industriel, et je ne dis pas qu'il faut revenir à un monde pré-industriel, je n'y crois pas du tout. Quoi qu'il en soit, dans un monde pré-industriel, un compagnon, par exemple, à l'époque, un ouvrier s'appelait un compagnon. Enfin, tous ne sont pas compagnons, mais l'ouvrier, par exemple, c'est le compagnon. C'est quelqu'un qui apporte quelque chose au savoir, la corporation. Si peu que ce soit, une façon de se servir de son herbilette ou je ne sais pas quoi. C'est ça, un compagnon. Et donc, il a une valeur qui tient à son savoir, à lui. Ça, c'est ce que Marx décrit très bien, c'est ce qui va être détruit par l'industrialisation, parce que la machine va être beaucoup plus fiable que lui, même si elle ne travaille plus que pour du standard et non pas pour le sur-mesure. À partir de là, qui est-ce qui va définir, par exemple, les modes de production? C'est plus l'ouvrier, c'est le bureau d'études. Et le bureau d'études, progressivement, va être externalisé, ça va être Andersen Consulting, je ne sais pas quoi, c'est-à-dire qu'on va confier ça à des cabinets spécialisés. Et maintenant, ce sont des logiciels de conception assistée par ordinateur, en grande partie automatisés, à un tel point que Chris Anderson n'hésite pas à dire en 2008, au mois de juin, c'est la fin de la théorie, on n'a plus besoin de scientifiques, on n'a même plus besoin de médecins, puisque Google, par exemple, est capable, sans médecin et sans linguiste, de résoudre des problèmes de médecine et de linguistique beaucoup plus efficacement avec des algorithmes et des automates que des médecins ou des linguistes. C'est ça qu'a dit Chris Anderson, qui est en train à ce moment-là de préparer un business, parce que maintenant il s'est lancé dans ce business-là. Oui, mais c'est pas neutre. Hein, business des big data. Non, mais bien sûr que c'est pas neutre, mais c'est un choix qui est celui d'une partie des libertariens de droite américains, qui consiste à dire allons-y à fond sur l'automatisation, et on verra bien ce que ça donne après. C'est totalement irresponsable.